Alors, bonsoir à toutes et à tous. Muta est très heureuse ce soir de vous accueillir à l'occasion de la Journée mondiale de la respiration. Comme l'année dernière, nous avons tenu à proposer différents temps forts à l'occasion de cette journée pour permettre aux Réunionnais, à l'ensemble des Réunionnais, de prendre conscience de ce qu'est une bonne respiration et de pouvoir découvrir tous les bienfaits qu'une bonne respiration peut apporter à leur santé. Hier, on a pu proposer aux quatre coins de l'île des ateliers qui ont rassemblé un peu plus de 200 personnes. Et ce soir, nous vous accueillons donc sur cette webconférence avec Leonardo Pelagotti, coach en respiration et spécialiste, expert concernant la respiration. Ce soir, donc, le thème de cette webconférence qui vous est proposée concerne plus particulièrement les sportifs. Et nous verrons donc avec Leonardo ce en quoi la respiration va pouvoir aider les sportifs dans leur préparation, leur performance, mais aussi dans l'accompagnement de leur santé. Donc, juste petit point technique, si vous avez des questions, que vous soyez sur Facebook ou sur Zoom, n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis je me ferai un plaisir de les relayer à Leonardo en fin de présentation. Bonsoir Leonardo. Bonsoir à tout le monde. Merci de m'accueillir à nouveau pour parler des respirations. Eh bien, écoute, la parole est à toi, je t'en prie. Bien. Écoutez, c'est un plaisir à nouveau de pouvoir partager un moment avec vous tous, avec Muta, autour de la respiration. Un voyage qui a commencé il y a quelques temps ensemble sur l'île, qui puis continue aussi à l'occasion de ces journées mondiales de la respiration. Déjà, le fait qu'il y a une journée mondiale de la respiration, c'est pas rien. Ça veut dire que la respiration joue un rôle aussi très important par rapport au rythme de la vie. Et on va voir que le rythme de la respiration est très important pour nous. Et voilà, en ces moments, on parle beaucoup aussi de comment bien respirer dans les sports. Donc, c'est vrai que la thématique de pouvoir vous parler de comment respirer quand on fait de l'activité physique et du sport me semble très pertinente, surtout que vous aimez faire du trail, du trek, de la course à pied à La Réunion. Donc, ce sont des super sports où l'activité respiratoire est fondamentale. Alors, avant de rentrer dans tout ça, je vais partager mon écran et peut-être vous pourrez me dire si vous les voyez pour vous partager les supports de la présentation. Tu me dis, Diane, si tu Ouais, le vois. c'est bon, on est OK. Ok, super, vous êtes OK. Alors, donc, comment bien respirer pour performer vraiment d'un point de vue physique sportif et ne pas se blesser. Pourquoi je mis ne pas se blesser? C'est quoi les liens avec la respiration? Eh bien, nous allons le voir, mais déjà un petit teaser, c'est qu'il y a un lien entre la façon dans laquelle vous respirez et la façon dans laquelle le corps perçoit l'effort, l'inflammation, les stress oxydatifs et les risques de blessures. Et on appelle cela les liens entre les mouvements fonctionnels et la respiration fonctionnelle. Et il y a des études scientifiques qui sont faites dans la médecine de la respiration, dans la médecine du mouvement, dans la physiologie de tout cela. Donc, ce n'est pas juste comment bien respirer pour mieux pouvoir utiliser cet oxygène, donc mieux faire du sport, mieux performer, mais aussi dans une optique longue terme, dans la durée. Comment faire de l'activité physique et du sport quelque chose de bénéfique et ne pas plutôt les transformer en quelque chose qui, petit à petit, nous blesse. Et ça, je pense que par rapport à la façon dans laquelle nous entreprenons les sports, est fondamental. Alors, pour les sports, les mouvements, comment évaluer l'efficacité respiratoire? On va faire 2 tests pour évaluer cette efficacité respiratoire. Les bons gestes dans une bonne respiration dans les mouvements et dans les sports, mais aussi les erreurs à éviter. On va voir quelles pratiques et on va les faire. On peut utiliser dans le monde du mouvement du sport comme des respirations qui augmentent l'oxygénation en activité aérobique, donc pendant les mouvements quand on respire, comment réduire la fatigue musculaire et les lactates, certains l'appellent l'acide lactique, mais voilà, un lien avec la fatigue musculaire. Et puis surtout aussi répondre à vos questions à la fin, parce que je pense que vous aurez des questions, parce que je vais dire peut-être des choses nouvelles
par rapport à comment respirer quand on fait du sport, par rapport à ce qu'on a entendu, vous avez entendu et que vous avez pratiqué. Et donc, ça peut être très, très bien d'échanger sur vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si la chose n'est pas claire. Parce que la seule façon d'intégrer ce qu'on voit ce soir, c'est que pour vous soit clair, qu'il n'y a pas de doute. Sinon, ça risque d'être difficile pour vous de pouvoir l'intégrer. Alors, qui je suis? Je me présente rapidement. Je suis donc le fondateur d'Inspire Potential et aussi de l'Académie Inspire, qui est une académie de formation en coach en respiration. Je suis moi-même coach en respiration de plusieurs méthodes. Je suis instructeur avancé de la méthode Wim Hof, coach master avancé du programme Oxygen Advantage, et j'ai écrit 2 livres autour de la respiration que je pense que vous avez aussi là à la Réunion. Donc, la respiration pour la maîtrise des soi et maîtriser votre respiration. Je suis aussi professeur de yoga, coach Animal Flow, ancien gymnaste national, ceinture noire des Kung Fu Shaolin. Donc, tout ce qui est mouvement et optimisation du potentiel m'intéresse véritablement. Et ce que je vous partage, ce sont des choses aussi que je mets en pratique dans ma vie. Donc, mon histoire très rapide, c'est qu'effectivement, donc, j'étais gymnaste national, ceinture noire des Kung Fu Shaolin. Donc, vous pouvez vous dire sûrement que je respirais très bien. Mais en fait, non. Ce n'est pas acquis, ce n'est pas banal de pouvoir bien respirer même si on est sportif. Et au contraire, il y a des liens qui indiquent qu'il pourrait être l'inverse. Donc, moi, j'avais des allergies, j'avais de l'essoufflement, de la fatigue, de l'inflammation. Et cela était lié à ma façon de respirer quand je faisais du sport, ma faible capacité à récupérer après une séance, parce que je ne faisais pas de retour au calme. Donc, on va voir tout cela. Je n'avais pas une bonne préparation à l'activité physique pour ce qui concerne l'oxygénation de mes cellules. Je n'avais pas une bonne oxygénation pendant l'exercice physique et je n'avais pas des protocoles de récupération après. Et donc, tout cela, je l'ai payé au niveau de mes voies respiratoires et c'est manifesté avec de l'essoufflement excessif, des allergies à beaucoup de choses, pas que les pollens, pas que saisonnières, de la fatigue, de l'inflammation et donc des blessures. Et donc, on peut être sportif à des niveaux élevés et toujours ne pas bien respirer. Mais à un certain moment, on va atteindre une limite au niveau de notre capacité à performer, mais aussi au niveau de notre santé. Donc ça, c'est vraiment important que les messages puissent passer. C'est que si nous voulons bien faire du mouvement et du sport, nous avons vraiment bien besoin de bien respirer. Et on ne peut pas faire autrement. C'est qu'à un certain moment, ça va nous rattraper. Je vous le dis par expérience, mais aussi pour ce qui concerne la médecine et la physiologie de la respiration, c'est bien compris aujourd'hui. Donc, avant de commencer, vous pouvez vous dire est-ce que je suis vraiment concerné ou pas. Je vous invite à faire 2 tests pour évaluer maintenant, tout de suite, quelle est votre efficacité respiratoire pour ce qui concerne les sports. Donc, il y a 12 tests au total. Là, on va en faire que 2. Mais je répète à chaque fois, ce n'est pas une compétition, un jugement, un examen. Je veux juste vous donner des outils d'analyse de votre respiration. Et les premiers tests, c'est les BOLT et les deuxièmes, c'est le nombre de pas maximal en apnée. Alors, premier test. Vous allez rester assis en position confortable et vous allez inspirer et puis expirer par le nez de façon normale et vous mettre en apnée. Vous pouvez penser le nez au pas en fonction de comment vous voulez, mais vous mettez en apnée. Moi, je vais démarrer les chronos et je vous dirai les temps qui passent. Dès que vous sentez les premiers signaux que vous avez envie de respirer, donc dès que les premiers signaux, ça s'est fait sentir, ça peut être l'envie de déglutir, un mouvement de la poitrine, une contraction du diaphragme, vous ne poussez pas au-delà à votre apnée et vous inspirez. Et votre inspiration doit être totalement tranquille, normale, sans essoufflement. Donc, je répète, vous allez inspirer par les nez, puis expirer par les nez, de façon normale, et vous mettre en apnée. Vous allez attendre un temps qui vous est propre jusqu'au premier signal que vous avez envie de respirer. À ce moment-là, vous allez inspirer, il ne doit pas y avoir d'essoufflement, et ce temps qui s'est passé, en secondes, c'est votre valeur de BOLT. Okay? Moi, je m'occupe du chrono, vous vous occupez juste d'observer les moments où vous avez envie de respirer. Donc là, je vous invite juste à vous détendre, à vous mettre assis. On va commencer dans quelques secondes. Donc, respirez de façon normale, bien détendu. Et donc là, vous inspirez normalement par les nez, vous expirez normalement par les nez et vous mettez en apnée.
et je vous dis les temps qui passent. Donc là, on est à 5 secondes que vous avez arrêté votre souffle, vous êtes en pause. Là, vous êtes à 10 secondes. Peut-être que vous devez déjà arrêter, c'est 15 secondes. Peut-être que vous êtes en train de continuer. Il ne faut pas forcer. On est à 20 secondes. 25 secondes. On est à 30 secondes que vous avez arrêté votre souffle. Peut-être que vous avez arrêté ou pas. 35 secondes. 40 secondes et on va s'arrêter là. Pour ces premiers tests, si vous étiez encore en train d'attendre ces premiers signaux, ok, vous avez attendu au moins 40 secondes et sinon, vous avez plus ou moins un temps où vous étiez en pause et les chronos vous l'a dit. Ok, à la seconde près, c'est pas important, mais vous avez un temps. Est-ce que c'était plutôt 5 secondes, 15 secondes, 30 secondes? Ok, ça, c'est les premiers tests. La quantité. La quantité, ça veut dire combien vous pouvez faire avec une quantité, c'était une respiration, 1 seconde. Et c'est votre test BOLT. Je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire après. Vous pouvez, si vous voulez, déjà la partager dans les chats, dans les commentaires. OK, combien de secondes j'ai attendu en pause avant de sentir les premiers signaux? OK? Est-ce que c'était 5? Est-ce que c'était 20? Est-ce que c'était autre chose? Vous pouvez les partager. Et puis, on va faire un deuxième test. Alors, pour faire ces deuxièmes tests, il faut pouvoir marcher. Si vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas la place ou autre, vous pourrez le faire une autre fois. Et l'exercice est tout simple. Vous mettez debout, vous inspirez, vous expirez et en restant en apnée, vous allez marcher et vous allez compter les nombres maximaux de pas en apnée que vous pouvez faire. OK? Donc, je répète, vous inspirez, vous expirez normalement par les nez, vous passez les nez et en apnée, vous commencez à marcher. Et vous allez faire les maximums des nombres de pas en apnée jusqu'à ce que vous sentez une envie relativement forte de respirer et que l'apnée devient difficile et challengeante de la continuer. Si vous sentez que les jambes sont fatiguées, pareil, voilà, vous arrêtez et vous respirez. OK? Donc, juste pour vous montrer un instant, j'arrête les partages. Alors, je ne sais pas si la vidéo, donc, on va les faire avec les fonds, mais vous êtes debout, vous inspirez normalement, vous expirez normalement, vous pincez les nez et vous marchez. Et vous comptez les nombres de pas que vous faites en apnée. Et quand vous ne pouvez plus de faire des pas en apnée, vous arrêtez et vous inspirez. Et vous avez un nombre de pas maximal en apnée. Okay? Donc, je vous invite à les faire maintenant. Ça va être chacun avec son rythme. Je ne peux pas vous guider par rapport à ça. Donc, vous mettez debout, vous inspirez par les nez, vous expirez par les nez, vous pincez les nez et c'est parti. Vous marchez normalement, tranquillement et vous comptez les nombres maximaux de pas en apnée. Chacun jusqu'au bout, son maximum. Voilà, donc merci Jean-Luc, 30, merci Diane, 40, vous avez fait des pauses. Merci Jean-Luc, 30 pas. Ok, super. Donc les autres, continuez à faire votre exercice, prenez votre temps pour les faire et puis partagez, pareil, dans les chats, dans les commentaires, combien de pas vous avez fait en apnée. Voilà. Et c'était donc les deuxièmes tests. Est-ce que c'était 10 pas? Est-ce que c'était 20 pas? Est-ce que c'était 40 pas? Voilà. Donc, c'est des pas qui, effectivement, voilà. Merci Diane, 40 pas. Très bien. Alors, je vous laisse le temps de terminer. Je repartage l'écran. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Donc là, vous avez deux valeurs. Et celui sur la gauche, rouge, est la réponse idéale au premier test. Et celui vert sur la droite, est la réponse idéale au deuxième test. Ça veut dire que dans l'idéal, on devrait être capable de rester 40 secondes en pause sans difficulté et pouvoir faire 80 pas en apnée. C'est environ un ratio de 2 entre ces deux tests. Et si vous avez ces valeurs, cela veut dire que votre respiration est très efficace. Ça, c'est l'idéal. Et que quand vous allez faire du sport, vous allez être très peu essoufflé. Vous pouvez probablement courir en respirant uniquement par les nez,
faire de la randonnée en montagne à des altitudes élevées tranquillement par les nez, que vous n'avez pas des gènes respiratoires et que votre respiration est vraiment efficace. Si ces valeurs sont un peu plus bas, les plus on va vers les bas, les moins la respiration est efficace. Et il y a des valeurs seuil sous lesquelles je vous invite à faire attention. Sur les premiers tests, celui des secondes, des pauses, les valeurs seuil, c'est des 25 secondes. Si on descend à moins des 25 secondes, la respiration devient peu efficace. Et à ces moments-là, moi, mon conseil, c'est vraiment d'investir un peu plus de votre temps dans l'entraînement respiratoire parce que ça va vraiment vous donner plus d'énergie, des moyens, des performances, d'endurance, d'indépendance respiratoire, moins d'essoufflement. L'autre valeur seuil par rapport au pas en apnée, c'est environ 40. Donc, ce serait l'idéal qu'on ne descend pas à moins de 40 pas en apnée. Ce sont les deux valeurs seuil par rapport à cet exercice. Mais ce n'est pas un jugement si vous avez fait moins, mais c'est juste pour vous donner une idée de là où vous placez par rapport à un potentiel, parce que ces valeurs moyennes, ce n'est pas mes valeurs, ce sont les tableaux qui sont partagés de façon générale pour l'homme. L'homme adulte, en conditions normales. C'est pas que pour des sportifs, c'est pas que les hommes, c'est pas que les femmes. Il n'y a pas un âge spécifique. C'est pour les adultes en général. Ok? Voilà les deux tests. Donc, à partir de là, j'aimerais bien développer des conseils que j'aimerais vous donner pour la respiration dans l'activité physique. Les premiers conseils, et peut-être ça va vous sembler étrange, et si c'est le cas, posez vos questions, c'est de respirer tout le temps par les nez. Parce que les nez, on va les voir tout à l'heure, c'est l'organe de notre respiration. Il y a beaucoup de fonctions. Et donc, si nous décidons de respirer par la bouche, nous allons perdre tout un tas de vertus que les nez donnent à notre respiration, comme la capacité de filtrer l'air, de la conditionner, etc., etc. On va les voir dans un instant. Donc, les nez est vraiment l'organe que nous allons utiliser pour respirer, pour faire rentrer de l'air, faire sortir de l'air. Donc, les nez, c'est tout le temps, inspiration et expiration. C'est possible de respirer par les nez à toute intensité, jusqu'au maximum. On va voir une étude scientifique qui a montré ça. Mais je comprends qu'à l'état, peut-être ce n'est pas possible de les faire tout de suite, parce qu'on doit passer par une phase d'entraînement respiratoire pour y arriver. Mais les nez, à la base, il est fait pour arriver à faire tout notre exercice uniquement pour ça. Il faut considérer que toute partie de notre corps que nous n'utilisons pas, s'atrophie dans les temps. Donc, si on l'utilise, on l'exerce, il s'entraîne, il devient plus résilient, plus fort, plus fonctionnel. Et si on ne l'utilise pas, ça atrophie. Et on peut penser à un muscle. Si on se fait mal et on n'utilise pas un muscle, les muscles deviennent de plus en plus petits, on les perd. Mais si on utilise le muscle, il est très entraîné, il est fort. Donc, on a besoin d'utiliser notre nez le plus possible pour que notre nez soit efficace. Et si nous avons l'habitude d'utiliser la bouche, le nez va perdre d'efficacité. Donc, nous devons les réhabiliter. Ça, c'est mon premier conseil. Dès que vous faites du sport, respirez par les nez. Et si c'est difficile, on va voir comment les mettre en place. La seule exception, c'est pendant certains moments à haute intensité où on a beaucoup d'essoufflement. On va respirer par la bouche pour réduire les CO2, les dioxydes de carbone, réduire l'essoufflement quelquefois et récupérer une respiration plus subtile, plus calme, plus régulière, plus sous contrôle, à nouveau avec les nez. Il n'y a pas des seuils avec lesquels on passe à la bouche. Ça, c'est quelque chose d'automatique, un réflexe qu'on pourrait ressentir, mais ce n'est pas pour autant qu'on bascule d'organes de respiration en fonction de l'intensité de notre sport. Donc, ce n'est pas que les nez est l'organe de la respiration au repos et que la bouche est l'organe de la respiration pendant le sport. Ça n'existe pas, ça. C'est toujours les nez. Okay? Les fonctions du nez sont toujours là. Et la bouche n'a pas de nouvelles fonctions si on bouge. Donc, il n'y a pas une raison physiologique au basculement, si ce n'est qu'on n'est pas suffisamment entraîné pour les faire, peut-être un cœur. Mais on pourra les faire un jour. Et ça, c'est pas que moi que je l'ai dit, c'est vraiment, ça a été étudié scientifiquement. Ça, c'est important de le comprendre parce qu'à l'état,
Je peux comprendre que quelqu'un me dit, bah, c'est impossible pour moi de faire l'exercice physique que je fais en faisant par les nez. Parce qu'en fait, pour l'instant, cette fonction-là n'a pas été entraînée. Donc, on n'a pas l'habitude, on l'a pas appris. Donc, c'est pour ça qu'il est difficile. Mais c'est pas pour autant que c'est impossible. Et c'est pas pour autant que ça va être moins efficace. Au contraire, c'est plus efficace. On peut aller plus loin, plus vite, avec plus de force, si on respire par les nez. Bon. Les seules exceptions, c'est quelques moments où on doit gérer l'essoufflement, mais c'est quelques moments, avec quelques sprints, quelques hautes intensités. Voilà, mais c'est quelques moments. Et ça, c'est les nez et c'est les jours, pendant l'activité physique, pendant les sommeils, au repos, en mouvement. Ça, c'est les premiers conseils. Deuxième conseil, quand vous faites du sport, c'est de pouvoir utiliser toute la capacité pulmonaire que vous avez, donc tous les volumes de vos poumons. C'est hyper important d'utiliser tous les alvéoles, toute la surface de ces organes incroyables qui sont les poumons. Mais attention, en respirant ni trop ni trop peu. Il faut respirer la juste quantité d'air. Parce que respirer trop d'air, trop peu, par des effets physiologiques connus sous les noms d'effets Bohr et d'autres choses, la cascade de l'oxygène, etc., l'affinité de l'oxygène à l'hémoglobine, font en sorte que vous n'allez pas oxygéner vos cellules. Mais l'objectif principal de la respiration, c'est oxygéner vos cellules. Et pas juste avoir de l'oxygène dans vos poumons. Ou alors, pas juste avoir de l'oxygène dans votre sang. L'objectif, c'est d'avoir cet oxygène jusqu'aux cellules. Et c'est vraiment pas la même chose d'avoir l'oxygène dans les sangs et l'oxygène dans les cellules. Il y a une étape intermédiaire qu'il faut garantir. Et ça, c'est expliqué par l'effet Bohr. Et si on a un moment à la fin, je vais vous expliquer. Mais donc, c'est important d'utiliser toute la capacité pulmonaire, mais en même temps, ne pas respirer ni trop peu. Parce que c'est comme manger. C'est bien important de bien manger, mais ni trop peu, ça n'a pas assez, c'est pas bien. Et si c'est trop aussi, c'est pas bien non plus. On va pas se nourrir mieux si on mange beaucoup plus de ce qu'on a besoin. Et c'est la même chose dans la respiration. Et donc, quand on fait du sport, on a souvent la tendance à respirer trop dans la vie de tous les jours aussi. Et donc, en fait, ces gestes-là, qui pourraient nous dire, bah, c'est bien, je m'oxygène, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, on va avoir de l'air dans les nez, dans les poumons, mais cela ne veut pas dire que l'oxygène va être bien extrait, porté dans les sangs par l'hémoglobine et arriver jusqu'aux cellules dans les bonnes conditions. Et ce qui nous intéresse, c'est uniquement l'oxygène au niveau des cellules. Donc, c'est pour ça que pour comprendre ça, il faut un peu de physiologie, un peu de biochimie. Mais voilà, je vais vous en parler peut-être tout à l'heure. Mais c'est important de savoir que les conseils de beaucoup respirer dans les mouvements et dans l'activité physique n'est pas forcément un bon conseil. Il faut respirer ce dont on a besoin, ni plus ni moins. Et ça, c'est uniquement les corps qui peuvent le faire. Et c'est à nous de l'entraîner, les corps, pour qu'ils comprennent. Le troisième conseil que je peux vous donner pour l'exercice physique, c'est qu'en amont de toute activité cardio, c'est important de mettre en place un protocole avant l'entraînement ou avant la compétition d'activation de votre capacité pulmonaire et de débouchage du nez. Parce que si vous commencez avec un diaphragme bloqué, de la rigidité sous la cage thoracique et un nez bouché, ça va être extrêmement difficile pour vous de bien respirer en faisant du sport. Et si vous ne respirez pas bien en faisant du sport, vous ne pouvez pas bien vous oxygéner. Et donc, tout de suite, vous allez être fatigué et limité dans vos capacités. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, c'est important de se préparer en amont, si c'est même juste 3-5 minutes. Un autre conseil très important et souvent négligé, c'est les retours au calme après l'exercice physique. Si vous faites de l'exercice physique et vous ne faites pas de retour au calme, vous allez retarder votre moment de récupération, de régénération. Et donc, vous allez récupérer dans des temps plus longs. Et c'est moins intéressant et vous pouvez même moins bien dormir, etc. Les derniers conseils, c'est de pouvoir ralentir l'intensité de votre activité physique et la respiration dans un premier temps pour pouvoir ensuite construire et avoir des bienfaits long terme. Souvent, c'est vraiment pas tout le temps, mais souvent, la plupart d'entre nous s'entraînent à un niveau d'intensité qui est plus élevé de notre réelle capacité d'oxygénation cellulaire. Et de cela, en découle des blessures, des inflammations.
c'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de personnes que j'ai entraînées et coachées à la respiration, c'est que nous avons un niveau d'entraînement qui est plus élevé par rapport à notre capacité d'oxygénation. Et donc, les corps sortent de l'entraînement épuisé et blessé. Et donc, l'exercice physique et l'activité n'est pas aussi intéressante. Ça devient plutôt quelque chose qui, au lieu de nous mettre en santé, comme tout l'exercice physique, les mouvements faits, ça peut nous blesser et on ne veut pas se blesser. Donc, souvent, je ne dis pas tout le temps, je dis souvent, parce qu'il y a certains sportifs qui peut-être les font bien, mais la plupart des cas, on fait une activité physique à une intensité supérieure à notre réelle capacité aérobique. Donc, ça veut dire qu'on doit d'abord caler l'intensité de notre activité physique sur notre niveau respiratoire et pas l'inverse. On ne doit pas décider un niveau d'intensité physique et essayer de suivre par la respiration. Non, on ne peut pas faire ça. On n'est pas conçu. On peut le faire, mais on va payer les prix avec des blessures, des inflammations. Ce qui fait de la respiration, à mon avis, vraiment les premiers piliers de la performance parce que c'est les moteurs de l'intensité, du rythme, de la récupération, etc. OK? Mais qu'en dit la science? Parce que tout ça, vous me dites, oui, ouais, mais ça, c'est ton avis. Et moi, je vous dis, ben non, c'est pas mon avis. C'est vraiment ce qu'on a pu voir dans le monde de la respiration. Il y a une étude scientifique qui est d'Alam. En 2018, il a étudié un groupe de personnes qui faisaient du sport, mais qui n'avaient pas forcément d'entraînement respiratoire. Ils ont fait un test physique qui s'appelle les GXT. Et imaginez-vous, c'est un test d'intensité maximale sur un vélo, par exemple. C'est un peu plus complexe que ça, mais voilà. Et ils ont fait ces tests au début de l'expérience et sans rien faire attention à leur respiration. Et les chercheurs, ils ont pris toutes les données d'intensité physique, des respirations, des rythmes cardiaques, des performances, etc. Et puis, les chercheurs ont dit à ces groupes de personnes, pendant 6 mois, vous allez respirer uniquement par le nez, les jours, la nuit, en faisant du sport, en faisant pas de sport. Mais on ne vous donne pas d'exercice d'entraînement respiratoire, mais juste respirer par les nez. Ces personnes, ils ont fait 6 mois de respiration par les nez, et puis ils ont refait ces tests d'exercice physique maximal, ces tests GXT. Et les résultats a été qu'ils ont tous été capables d'atteindre 100% de l'intensité qu'ils avaient atteint la première fois en respirant par la bouche, mais avec 22% en moins de respiration. C'est comme s'ils étaient 22% plus efficaces dans cette exécution du mouvement. Ils consommaient 22% en moins des ressources en faisant cet même effort. Et c'est là sans entraînement, okay? Juste en respirant par les nez. Pourquoi 6 mois? Parce que c'était le temps au corps de pouvoir réhabiliter un nez qui était un peu atrophié parce qu'il ne l'utilisait pas. Donc ça, c'est une étude scientifique qui nous montre qu'effectivement, par les nez, c'est possible sans avoir forcément des exercices spécifiques d'y arriver. Mais là, ce que je vous dis, c'est que ce temps des 6 mois peut être réduit énormément si on fait de l'exercice physique en respirant par les nez et en plus des exercices de respiration spécifiques, comme on va voir dans un instant. Ce temps des 6 mois peut devenir un temps des 6 semaines, okay? Donc d'un mois et demi, ou 2 mois. On peut réduire drastiquement. Faisons une pratique maintenant, c'est la pratique pour déboucher les nez. La pratique pour déboucher les nez, c'est une pratique qui nous permet de nous préparer avant un exercice physique ou en compétition. Et ça permet de dégager la cavité nasale. Comment on fait? On inspire par les nez, on expire par les nez, on pense les nez en bas du nez. Regardez, en bas du nez, et pas ici fort, en bas du nez. Et puis, en étant en apnée, on va hocher la tête sans forcer. C'est pas très fort, ok? C'est pas comme ça. C'est juste, on va hocher la tête, avant et arrière, sur les côtés, et on garde l'apnée le plus longtemps possible. Et au moment où on sent qu'on a besoin de respirer vraiment, qu'on ne peut pas aller plus loin, on inspire lentement par les nez. Allez, je vais arrêter un instant les partages et on va les faire ensemble. Donc, vous êtes assis, détendez un instant les épaules et la tête pour être sûr. Et on commence. On inspire par les nez, on expire par les nez, on se met en apnée et on hoche la tête. Tranquillement sous les côtés, un peu vers l'avant et à l'arrière. Après, je vais vous expliquer pourquoi on hoche la tête, mais pour l'instant, vous pouvez juste les faire. Tranquillement sous les côtés, relâchez les épaules.
Et vous faites l'apnée maximale jusqu'à ce que vous avez vraiment besoin de respirer et puis vous inspirez par les nez. Lentement et vous expirez par les nez. On fait quelques rotations des épaules. Je vous explique pourquoi on hoche la tête et on va les faire. Les hochements de la tête permettent de produire plus d'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique, c'est un vasodilatateur, un vasopurificateur, antiviral, antibactérien, qui augmente l'assimilation de l'oxygène au niveau du sang et qui ça ouvre les voies respiratoires supérieures. Allez, on va les refaire. Inspire par les nez et expire par les nez. On pense les nez et hop. On va maximum. Notre apnée. Jusqu'au bout. Jusqu'à ce que vous sentez les besoins de respirer. Et puis, vous inspirez par les nez. Lentement, vous expirez par les nez. Lentement. Alors, si vous avez senti l'effet des vasodilatations ici au niveau des narines, de la cavité nasale, vous pouvez les mettre dans la conversation, dans les commentaires. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez les faire encore en troisième, en quatrième, en cinquième fois. Généralement, 1 et 2 fois, ça peut déjà suffire. Donc, cet exercice de débouchage du nez, vous pouvez le faire autant que vous voulez dans votre journée, mais surtout avant de faire du sport. Parce que ça va vous permettre de bien respirer. Super. Alors, les erreurs à éviter maintenant. Mais quelles erreurs il faut éviter quand on respire pendant l'activité physique, pendant les sports? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Bon, vous l'avez déjà un peu compris. La première chose, c'est éviter de respirer par la bouche. Si vous respirez par la bouche quand vous faites du sport, vous augmentez les chances de développer de l'asthme d'effort, de l'inflammation des voies respiratoires, de perdre et éliminer trop de CO2, de dioxyde de carbone, et donc de ne pas disposer de l'oxygène dans les sangs disponible au niveau de vos cellules. Cela est vraiment lié à l'effet Bohr, qui explique comment l'oxygène qui est porté par l'hémoglobine peut arriver jusqu'aux cellules et être utilisé donc, dans le fonctionnement des cellules, dans des muscles. Si vous respirez de la chaleur, les voies respiratoires vont s'enflammer. Vous sentez au niveau des bronches, au niveau de la poitrine, de la gêne, de la contraction, de l'irritation, de la brûlure. Et en plus, vous allez perdre en efficacité d'oxygénation des tissus. Donc, c'est vraiment pas une bonne stratégie d'emblée. Voilà, je vous disais quelques respirations par ici, par là pour réduire l'essoufflement, c'est OK. Mais c'est quelques respirations par la bouche. Sinon, c'est par les nez. Deuxième erreur à éviter, c'est de dépasser sa capacité aérobique qui entraîne un risque de blessure et d'inflammation augmenté parce que, comme je vous disais, il y a un lien entre les mouvements fonctionnels et la respiration fonctionnelle. Ça veut dire que si nous, on dépasse la capacité de notre respiration, les mouvements qu'on va faire, il est moins efficace et on risque de façon majeure de se blesser de façon mécanique et inflammatoire. Donc, on a besoin que ce soit notre respiration qui dicte l'intensité de notre mouvement. OK? C'est la respiration qui dicte l'intensité de notre mouvement et pas la montre, des chronos ou autres. Certes, si vous êtes un sportif qui fait des compétitions, il y a une approche un peu différente à développer. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Une dernière erreur à éviter, c'est de commencer à faire une respiration superficielle et rapide. Parce qu'une respiration superficielle et rapide, elle est petite et répétée. Et vous allez perdre mécaniquement ce qu'on appelle les volumes morts à chaque respiration. Imaginez que les volumes morts est 150 millilitres. Et si vous faites une respiration des 300 millilitres, toute petite, vous allez perdre la moitié à chaque fois, qui ne va pas dans vos alvéoles et qui n'est pas utilisée pour vous oxygéner. Si vous faites une respiration qui est 1,5 litre et vous en perdez 150, au lieu de perdre la moitié, donc 50%, vous perdez que 10%. Donc, vraiment juste déjà, au niveau d'inspire-expire, vous avez gagné 40% direct d'oxygénation parce que vous faites des respirations qui sont amples et profondes au lieu qui rapides et superficielles.
Donc, si on fait du sport, on s'essouffle et tout de suite, on commence à respirer vite et haut, vous allez tout de suite perdre en efficacité mécanique d'oxygénation. Donc, il faut ralentir, revenir en respiration lente et profonde et plutôt rester là. Et ça, c'est un peu contre-intuitif peut-être au début. Vous dites, mais du coup, je m'entraîne moins. Mais en fait, on ne s'entraîne pas moins, on s'entraîne mieux. Et dans les longs termes, vous pourrez aller plus loin. Si vous allez vite, loin, ça ne va pas tenir. OK? Donc, l'aîné, je vous disais, voilà ses fonctions. Il filtre l'air, réchauffe l'air, humidifie l'air, produit l'oxyde nitrique ou le monoxyde d'azote, comme vous voulez, qui est un vasodilatateur, un vasopurificateur, empêche la prolifération des virus, des bactéries et des champignons dans nos voies respiratoires et permet une oxygénation plus efficace du sang. C'est un gaz qui est produit dans les sinus paranasaux, dans la cavité nasale, dans notre nez et pas dans la bouche. Donc, si on veut avoir ces bienfaits-là, il faut utiliser les nez. Les mythes de la respiration. Premier mythe, la bouche. Inspire par les nez et expire par la bouche. On a toujours, au moins une fois, entendu ces conseils quand on faisait du sport, et c'est inspire par les nez, expire par la bouche. Mais en fait, si on s'interroge sur le pourquoi, on va vite comprendre qu'il n'y a pas d'intérêt de faire ainsi, parce que certes, on inspire par les nez, mais quand on expire par la bouche, on perd tout. On perd la chaleur, on perd l'humidité, et les nez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se refroidir, se dessécher. Et quand il s'est refroidi et se dessèche, il va se fermer. Donc, à un certain moment, on n'est plus capable même pas d'inspirer par les nez. Donc, on va aller inspire par la bouche, expire par la bouche. À ce moment-là, on enflamme les voies respiratoires, on risque l'asthme d'effort, la respiration devient plus rapide, plus superficielle. Donc, c'est pas intéressant de faire inspire par les nez, expire par la bouche. Sauf, je vous dis, sauf l'exception que je vous disais, c'est on est trop essoufflé, on doit expirer du CO2 quelquefois. Donc, quelquefois, on peut faire ça, inspire par les nez, expire par la bouche, mais c'est pas tout le temps, c'est pas la façon de respirer quand on fait du mouvement. Le deuxième mythe, c'est les masques d'entraînement. On les voit beaucoup dans les sportifs. Les masques d'entraînement, on ne peut pas faire de la simulation d'entraînement en altitude avec ces masques. Ou alors, c'est extrêmement difficile et vraiment réservé à des sportifs qui respirent déjà bien. Parce que si on met un masque d'entraînement, on commence à respirer par la bouche et on fait des respirations hautes superficielles, on ne va pas vraiment rentrer dans la simulation d'altitude, on va juste s'essouffler et respirer mal. Donc finalement, ce n'est pas très intéressant. On va aller en anaérobie, si vous voulez, un petit peu. Donc ça peut faire un entraînement anaérobique un petit peu, mais ce n'est pas de la simulation d'altitude. Pour faire de la simulation d'altitude, il y a des exercices qui existent, des respirations. Et ça, c'est efficace vraiment. Ce sont des exercices en apnée, en mouvement, qui vient de l'Oxygen Advantage, par exemple. Et je vais vous introduire une variante ce soir. Dans 5 minutes, on va faire des pratiques. Les derniers mythes, c'est la respiration par les sports. On ne peut pas entraîner la respiration juste en faisant du sport. En fait, souvent, on pense que si on fait du sport, notre respiration va évoluer par le mieux. Mais ce n'est pas du tout comme ça. Ça peut même être les contraires. Si on fait beaucoup de sport et on respire mal, notre respiration va évoluer vers quelque chose de moins efficace. Parce qu'en fait, on malmène la respiration. Donc, on ne peut pas juste faire du sport et entraîner la respiration. On doit être conscient de comment respirer et faire du sport pour entraîner la respiration ou alors faire des exercices, des techniques d'entraînement respiratoire. Voilà 3 mythes autour du mouvement et de la respiration qui ne sont pas donc vrais. Quels sont donc les exercices que vous pouvez faire pour avoir plus de performances si vous êtes sportif? Les premiers, c'est la rééducation de la respiration fonctionnelle. Ça veut dire bien respirer dans la vie de tous les jours. Une respiration lente, profonde, diaphragmatique, légère et par le nez. Ça, c'est une bonne respiration tous les jours. Le jour comme la nuit. Quand on a fait les ateliers ensemble, je vous disais, la nuit aussi, il faut respirer par le nez parce que sinon, on efface les progrès de la journée. Cela fait augmenter votre BOLT, les premiers tests que vous avez faits. Et donc, vous serez moins essoufflé. Par exemple, la respiration réduite légère de l'Oxygen Advantage. La respiration carrée lente en plus de 4 secondes. La respiration Katana, c'est une respiration que j'ai mis au point moi-même. La simulation d'altitude Oxygen Advantage ou encore la respiration Wim Hof. Ou encore de faire les pompes en apnée après la respiration Wim Hof. Ou encore la préparation physique générale en respiration contrôlée.
Ce sont tous des exercices d'entraînement respiratoire qui vont vous donner plus de performances aérobiques et anaérobiques. Allez, je vais arrêter les partages parce qu'on va faire des pratiques, des petites pratiques. Et la première pratique que je vous propose, ça va être un petit assouplissement de la chaîne respiratoire suivi par les protocoles de préparation à l'entraînement. Alors, il y avait des questions ou je vais à la pratique, Diane? Si on a peut-être quelques petites secondes, parce que du coup, elles étaient assez précises. Du coup, il y avait Céline qui nous demandait comment se rendre compte de si on respire par la bouche la nuit. Voilà, c'était une première question. Il y avait une deuxième question de Sully qui posait la question de la respiration pendant la pratique sportive, mais qu'en est-il de la natation? Et enfin, Dominique qui demandait, voilà, pour les enfants qui font également du sport, est-ce que ce que tu évoques est à mettre en place dès le plus jeune âge, ou est-ce qu'il y a un âge auquel il faut s'y mettre? Ok, merci. Je commence par la dernière qui est peut-être Ouais. très, très par rapport aux enfants. C'est que de plus jeune âge, il faut éduquer l'enfant à bien respirer. C'est mieux de prévenir que de rattraper. Et les enfants vont respirer comme les adultes qui sont autour d'eux. Donc, on a vraiment besoin, nous, d'éduquer notre respiration et ensuite partager ça à l'enfant. Et dès plus jeune âge, il n'y a pas d'exception à ça. Et d'ailleurs, généralement, les enfants respirent mieux que les adultes, au moins au début. Et donc, il n'y a aucun problème à leur partager ces conseils et à leur dire d'éviter ces erreurs. Deuxième question par rapport à la natation. La natation, c'est un sport particulier parce qu'on a la tête sous l'eau. C'est pas impossible de développer la respiration par le nez en nageant, mais c'est extrêmement difficile. Donc, il y a des personnes qui sont réussies à faire ça, des personnes qui ne sont pas réussies par rapport aux nageurs, mais j'ai des retours extraordinaires dans la natation. D'ailleurs, à l'île de la Réunion, avec les exercices de respiration, parce qu'en fait, les exercices de respiration, on peut les faire à tout moment, avant et après l'entraînement. Et peut-être quand on est dans l'eau, on ne pourra pas respirer par les nez parce que voilà, il y a un contrainte de l'eau qui rentre dans les nez. Mais tous les exercices de respiration qu'on peut faire avant et qu'on peut faire après par les nez, ça va énormément aider. Donc, OK, peut-être pendant l'entraînement, quand on a la tête sous l'eau, on ne pourra pas respirer par les nez, mais tous les restes comptent beaucoup. Et donc, finalement, les résultats sont vraiment là. Et la première question par rapport à comment se rendre compte si on respire par les nez ou par la bouche la nuit, c'est si on se réveille avec la bouche qui est sèche, ok, on a soif, ou alors encore qu'on doit faire pipi pendant la nuit, c'est que probablement on respire par la bouche la nuit. Et si on n'est vraiment pas sûr, alors si on a personne, si on peut demander à quelqu'un de nous le dire, c'est aussi une autre façon. Ou alors aussi, on peut essayer les myotapes, c'est petit élastique qui ferme les lèvres pendant une semaine, par exemple. Et si on dort mieux en ayant ça, ça veut dire que notre respiration est meilleure. Et ça veut dire que donc notre sommeil est meilleur parce qu'on respire mieux. Ça veut dire que généralement, notre respiration impacte négativement notre sommeil, donc notre respiration n'est pas bonne. Et souvent, notre respiration n'est pas bonne, ça veut dire qu'elle est par la bouche. Il y a une qualité de sommeil qui n'est pas du tout la même si on respire par les nez ou si on respire par la bouche. Après, pendant la nuit, il n'y a pas 3000 solutions, malheureusement. J'aimerais bien pouvoir vous apprendre à vous réveiller la nuit pour vous corriger, mais c'est pas évident. Donc, il faut utiliser des béquilles qui vous empêchent d'ouvrir la bouche et respirer par la bouche. Sinon, voilà, il n'y a pas 3000 solutions. Dans certains peuples, la maman ferme la bouche de l'enfant dès plus jeune âge. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, qu'il dort, il la ferme. Donc, c'est un rôle de la maman, par exemple, au début, pour vraiment ne pas enclencher ces mécanismes. Mais une fois qu'il est enclenché, il faut les corriger. Il n'y a pas 3000 solutions. OK? Alors, je vous propose de passer à l'exercice. On va faire une quinzaine de minutes de pratique et puis passer à vos questions. Je vous invite à vous mettre debout. On va faire de l'assouplissement de la chaîne respiratoire. Donc, les pieds à la largeur du bassin. Vous commencez par des rotations des épaules, avant et arrière, des rotations de la tête, pour libérer au moins les tensions dans les hauts du corps. Et puis, on va inspirer, bloquer l'air dans la poitrine,
faire quelques torsions. On est en apnée. On revient au centre. On expire. Toujours par les nez. On inspire. On bloque l'air dans la poitrine. On fait quelques torsions. On est en apnée. On revient au centre. On expire. On inspire. On bloque l'air dans la poitrine. On fait quelques flexions sous les côtés. On est en apnée. On revient au centre. On expire. Et à nouveau, on inspire. On bloque. On est en apnée. On fait des flexions sous les côtés. On vient au centre. On expire. On va masser la peau au niveau de la cage thoracique et des côtes. On va donner un peu de mobilité, enlever des tensions, des blocages, des adhérences. On va même attraper un peu la peau au niveau des côtes et la bouger en haut, en bas, sur l'extérieur, de droite à gauche. Et puis, on va masser tous les contours des côtes vers les diaphragmes. Pareil, pour enlever des tensions. On relâche les abdos. On masse vers les diaphragmes. Très bien. Et puis, on va inspirer. On amène les épaules vers les oreilles et on expire d'un coup. Okay, ça, c'est pour enlever des tensions. On peut expirer par la bouche quelquefois. Inspire par le nez. On bloque les oreilles et les épaules et expire. Et à nouveau, inspire. On bloque et expire. Et puis, on va aller une épaule vers les hauts, l'autre vers les bas. On essaye d'enlever des tensions vers les hauts de la poitrine. Et puis, une épaule à droite et une épaule à gauche. Pareil, pour enlever des tensions. Puis, on ferme les épaules. On ouvre la cage thoracique. On ferme et on ouvre. Et maintenant, au rythme de la respiration. Expire, inspire. Expire, inspire. Toujours par les nez. Et expire, inspire. Et on revient au centre. On inspire vers les hauts. Expire vers les bas. Inspire vers les hauts. On s'étire vers les hauts. Expire vers les bas. Et puis, on relâche les tensions au niveau de la poitrine et des épaules. Voilà, en faisant des secoues et des petites rotations. Alors, c'est rapide, juste pour enlever des tensions, mais ce discours de la tension au niveau de la cage thoracique et de la chaîne respiratoire est important aussi. Si nous sommes un peu crispés de partout, ça va être difficile de bien respirer. Donc là, c'était vraiment court avec quelques exercices simples, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, la gymnastique respiratoire est importante au niveau de la mécanique, comme la souplesse de votre corps, l'importance aussi de la souplesse de votre chaîne respiratoire. Maintenant, je voulais vous partager des exercices plus rythmés des respirations. Et les premières, c'est les protocoles avant entraînement. Je vous partage l'écran, comme ça vous les voyez une fois, puis on les fait. Les protocoles 3-3-3 avant l'entraînement, c'est un protocole de préparation respiratoire que j'ai mis au point moi-même pour se préparer à un entraînement. Il existe un protocole 5-5-5 avant la compétition, mais on ne va pas le faire ce soir. On va faire un protocole de récupération après une séance sportive et on va faire un peu des carrés lentes. C'est un exercice d'entraînement respiratoire. OK? Alors, on va commencer par les protocoles 3-3-3 avant l'entraînement. On va faire 3 respirations amples et profondes, pas superficielles, hein, amples. Vraiment, on remplit toute la capacité respiratoire. 3. À la dernière, on inspire, on expire et on se met en apnée. Et on va rester en apnée le plus longtemps possible. Si vous voulez rendre cet exercice un peu plus challengeant, vous pouvez marcher en apnée. OK? Donc, s'il y a des personnes qui ont envie de se challenger, sportives ou pas, vous pouvez marcher en apnée plutôt que rester statique. Si vous voulez les rendre un peu plus doux, vous faites l'apnée en statique en restant assis. OK? Donc, on va commencer avec 3 respirations et puis on va faire l'apnée. Donc, on commence, on inspire pleinement et on expire. On essaie d'aller chercher bien profond quand on inspire, vers les ventres avec les diaphragmes, puis les côtes, puis la poitrine.
et on expire, bien profond. Une troisième, inspire, in, on remplit pleinement, on expire et on se met en apnée. Pour ceux qui veulent marcher, maintenant vous pouvez marcher et faire le maximum de pas en apnée. Pour ceux qui veulent rester assis, vous pouvez simplement rester en apnée, assis le plus longtemps possible jusqu'à les ressentir une envie de respirer forte. Donc, soit vous êtes en apnée statique, soit vous marchez en apnée. Et là, l'objectif c'est d'aller jusqu'au bout, au maximum de votre apnée. Donc, vous êtes en apnée, vous êtes détendu au niveau des épaules, détendu au niveau du visage, soit vous êtes en train de marcher, soit vous êtes statique, et vous faites l'apnée la plus longue possible. Quand votre apnée arrive à la fin, vous inspirez lentement par le nez et vous expirez lentement par le nez. Vous contrôlez votre souffle. Chacun avec son rythme. Je vous donne encore quelques instants. Et puis, quand on a terminé, on va répéter à nouveau ces protocoles. 3 respirations amples. Expire. 2 respirations amples. Expire. Et une dernière, en respiration bien ample. On expire. Et on se met en apnée à nouveau. Soit on fait en apnée statique, soit on marche en apnée. Et on fait le maximum de pas en apnée. Et pareil, on va jusqu'au bout de son apnée. Le maximum jusqu'à ressentir une envie forte de respirer. On se challenge pour aller jusqu'à une petite hypoxie, petite. Donc le corps va mettre en place des équilibres plus forts et même une petite contraction de la rate pour donner du sang oxygéné. Donc, cela va augmenter votre capacité aérobique pendant l'entraînement. Vous faites votre apnée maximale, soit en marchant, soit en statique, chacun avec son temps. Et puis, quand vous avez terminé, chacun avec son temps, à nouveau, vous faites 3 respirations. Ample et expire. 2 respirations. Du bas vers le haut, on remplit pleinement. Et on expire. Et la dernière, du bas vers le haut, on remplit pleinement. On expire et à nouveau, on pince le nez et on se met en apnée. Et pareil, soit on est en apnée statique, soit on est en apnée en faisant des pas en apnée. Et l'objectif, c'est d'aller jusqu'à ce qu'on ressente des essoufflements et qu'on ait envie de respirer. Il n'y a pas de danger, c'est des petits moments d'hypoxie avec un peu plus de CO2 qui permet au corps justement de mettre en place des changements qui vont aider dans les 5, 10, 15 minutes qui vont passer et suivre pour être plus efficace dans les sports. Chacun fait son apnée et quand il ressent qu'il a besoin de respirer, il inspire lentement par les nez. Il expire lentement par les nez. Et il retrouve sa respiration naturelle par les nez. Très bien. Donc ça, c'est les premiers protocoles. 3 fois, 3 respirations principales avec des apnées maximales. OK? Ça, on peut les faire 3 minutes avant l'entraînement, parce que dans les 5-10 minutes qui suivent cet exercice, vous allez avoir une petite contraction de la rate, ce qui va donner plus de globules rouges dans votre corps, plus de capacités aérobiques. Et vous allez aussi entraîner votre corps à tolérer un peu plus de CO2. Cette tolérance au CO2 vous permet d'être moins essoufflé quand vous faites de l'exercice physique et donc de mieux respirer. Ça se base sur le même principe que les apnéistes aussi utilisent avant de plonger, de s'habituer au CO2. Ça ne dure pas très longtemps, donc il faut le faire juste avant l'entraînement. Il existe aussi un protocole avant la compétition. Donc ça, c'est vraiment pour se préparer à performer pendant une compétition, c'est un peu plus exigeant. Mais ça, c'est déjà les protocoles pour se préparer à l'entraînement. Et ça vous prend pas beaucoup, ça vous prend quelques minutes. Donc, vous pouvez les faire. Le deuxième exercice qu'on va faire,
c'est l'exercice des récupérations après l'exercice physique. Donc, vous imaginez que maintenant, vous avez fait du sport, vous avez les cardio, on peut accélérer, vous êtes fatigué, peut-être un peu essoufflé, et vous voulez récupérer le plus vite possible, aller dans la phase des régénérations le plus vite possible. Et ça, vous pouvez le faire avec un exercice de respiration qui peut faire baisser votre fréquence cardiaque vraiment vite, en quelques secondes, en une minute. C'est l'exercice des récupérations. 1, 2, 3, 4, 5. Ça aussi, c'est moi que je l'ai mis au point en utilisant un exercice de l'Oxygen Advantage qui est peut-être un peu plus difficile, donc c'est vraiment quelque chose de simple. Comment on fait? On inspire, on expire, on fait 1 seconde de pause, on répète ça 3 fois, puis on inspire, on expire, on fait 2 secondes de pause, on fait ça 3 fois, puis on inspire, on expire, on fait 3 secondes de pause, on fait ça 3 fois, puis 4 secondes de pause, 3 fois, puis 5 secondes de pause, 3 fois. Ça, c'est le protocole 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez voir que ça va vous calmer parce que maintenant, vous êtes déjà détendu. Le cœur n'est pas emballé. Mais si vous les faites après l'exercice physique, vous allez voir que ça va calmer votre fréquence cardiaque. Donc, on va commencer assis, on détend les épaules, on détend la tête, c'est des rotations. On se met la colonne droite, les deux droits, les visages détendus, la langue sur les palais, la bouche fermée. On détend aussi les bras, les poignets, les bassins, les jambes. On essaie d'être vraiment fluide et on commence. On inspire par les nez. On expire par les nez et on pause. 1. Et à nouveau, inspire par les nez. C'est facile pour l'instant. Expire par les nez et on se met en pause. 1. Et à nouveau. Inspire par les nez. Expire par le nez et on se met en pause. 1. Et à nouveau. Inspire par le nez. Expire par le nez et on se met en pause. 1, 2. Inspire. Expire. Et pause. 1, 2. Inspire. Expire. Et pause. 1, 2. Inspire. Expire. Et pause. 1, 2, 3. Inspire. Expire. Et pause. 1, 2, 3. Inspire par les nez. Expire par les nez. Et pause. 1, 2, 3. Inspire par les nez. Et expire par les nez. Et pause. 1, 2, 3, 4. Inspire. Expire. Et pause. 1, 2, 3, 4. Inspire. Expire. Et pause. 1, 2, 3, 4. Inspire. Expire. Et pause. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Et 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Et pause. 1, 2, 3, 4, 5. Et inspire. Et expire. Et on retrouve notre respiration normale. Voilà ce protocole-là, qui est pareil, il prend 1-2 minutes. Très, très utile après une séance sportive pour retrouver les calmes et rentrer en régénération, récupération. Là, vous l'avez fait, vous êtes déjà calme, donc peut-être vous sentez juste un peu de détente. Vous ne voyez pas forcément des variations du rythme cardiaque, ou peut-être oui, vous pouvez les partager dans la chat, dans les commentaires, si vous sentez que cela vous a déjà calmé et apaisé votre cœur.
Mais si vous les faites après en séance sportive, ça, tout de suite, vous allez voir la différence. Je vous propose de clôturer 2 minutes les derniers exercices et puis je vais répondre aux dernières questions. Et c'est l'exercice de la respiration carrée, mais avec un rythme plus grand que 4. Donc, ça va être un exercice, on va faire 5 secondes et puis 6 pendant 2 minutes. Et peut-être ça va être challengeant pour certains et peut-être ça va être très facile pour d'autres. Mais l'idée, c'est d'utiliser la respiration carrée pour augmenter les pauses, ralentir la respiration et c'est challenger avec du CO2 pour être moins essoufflé quand on fait du sport, donc gagner en efficacité respiratoire. Donc, pareil, on se met droit, on détend les épaules, on détend les visages et la tête, on a la bouche fermée, la langue sur les palais et je vais vous guider. Donc, on commence. Inspire. 2, 3, 4, 5 et pause. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5 et pause. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et pause. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5 et pause. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et pause. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5 et pause. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et pause. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5 et pause. 2, 3, 4, 5. On va passer à 6. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6 et pause. 2, 3, 4, 5, 6 et expire. 2, 3, 4, 5, 6 et pause. 2, 3, 4, 5, 6, inspire. 2, 3, 4, 5, 6 et pause. 2, 3, 4, 5, 6 et expire. 2, 3, 4, 5, 6 et pause. 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière. In. 2, 3, 4, 5, 6. On bloque, on retient. 4, 5, 6. On expire, on détend, on relâche. 5, 6 et on pose, on suspend. 4, 5 et 6. Et on reprend notre respiration normale. Après ces 2 minutes des respirations carrées avec un rythme qui était crescendo des 5 à 6 et on peut continuer. Pour les 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30 en fonction de votre capacité. Et ça devient un exercice d'entraînement à votre respiration pour le sport. La carré 1-4, c'est plutôt pour la concentration. La carré 1-3, 1-4, c'est plutôt pour la concentration et la détente. 5-6, ok, encore un peu de détente, concentration, mais après, à un certain moment, ça va devenir un exercice d'entraînement. Okay. Le plus on monte dans les temps. Si vous faites un carré 1-10, un carré 1-15, ça va générer de l'essoufflement. Et ça, c'est un exercice d'efficacité respiratoire. Alors, on a terminé. Je voulais juste vous partager les dernières choses et puis on va répondre à vos questions. Qu'est-ce que j'avais ? Alors, il y a des outils pour apprendre à respirer. Si vous voulez, voilà, j'ai créé un livre niveau 1, en formation niveau 1. Voilà. Vous l'avez aussi à l'île de la Réunion. Il y a un livre aussi niveau 2, en formation niveau 2. Voilà, si ça vous intéresse pour vous entraîner. Et puis, il y a plein de ressources aussi sur les nets, sur mon site que vous trouvez. Sur YouTube, il y a des tutos, voilà, puis des photos, des choses différentes et variées sur les réseaux. Donc, si vous voulez approfondir les travaux sur la respiration, il y a plusieurs moyens. Puis, bien sûr, tous les ateliers que vous avez à La Réunion. Et là, je peux répondre à vos questions s'il y avait d'autres questions. Voilà.
Alors, oui, effectivement, on a quelques questions un peu plus techniques du coup. Donc, on a Jean-Luc qui nous demande ce que tu penses de la respiration marche afghane et de la cohérence cardiaque. Ouais, voilà, c'est deux très bons exercices de respiration. La cohérence cardiaque n'est pas forcément un exercice pour l'entraînement de la respiration pour le sport, mais c'est un bon exercice pour d'autres raisons, justement l'équilibre du système nerveux, les centrages, etc. La marche afghane, c'est une bonne façon de respirer quand on marche. Je les trouve intéressants à pratiquer, surtout si on fait de la marche. En fonction de comment on le pratique, peut aussi être un exercice d'entraînement respiratoire intéressant à faire. Donc, très bien. Ok, donc on a Lionel, donc, qui est aussi coach en respiration à La Réunion et entraîneur de natation, qui confirme justement ce que tu évoquais sur l'utilisation de la respiration nasale sur la phase externe et notamment sur la récupération en jambes, voilà, en planche en respiration nasale pour pouvoir progresser à ce niveau-là. Donc, c'est une pratique qu'il a développée avec ses nageurs. On a Idriss également qui nous demande, voilà, qui nous parle du protocole d'inspiration, expiration 5 secondes, 5 secondes. Donc, j'imagine que c'est celui que tu évoquais tout à l'heure avant la compétition, c'est ça? Alors, il y a un protocole qui s'appelle la respiration légère ou la respiration réduite, où on inspire, expire sur 5 secondes. On réduit le volume respiratoire, on n'utilise que le diaphragme et le nez, et ça s'appelle voilà, la respiration légère ou réduite de l'oxygen advantage. Sinon, si on fait que 5-5, ça peut se rapprocher à la cohérence cardiaque. Du coup, c'est pas forcément en préparation à l'exercice, si ce n'est que ça nous calme, ça nous centre. Donc, au niveau mental, ça va quand même être utile, mais pas forcément au niveau physiologique, au niveau de la respiration. Ok. Alors, on a là pas vraiment des questions, mais plutôt des témoignages. Donc, on a Germaine qui évoque le fait qu'elle fait la respiration carrée quasiment quotidiennement et que bah voilà, ça lui permet d'avoir la pêche chaque matin. On a beaucoup de personnes là qui ont participé là aux exercices que tu viens de nous proposer et qui te remercient parce qu'ils se sentent beaucoup plus apaisés. Voilà, ça leur a fait du bien cette fin de journée. Et donc voilà, on a fait le tour des questions, il me semble. Je vérifie. On a une question d'un athlète, j'imagine, d'une athlète qui nous dit: je suis toujours obligée de me moucher pendant les courses. Comment ça se fait et qu'est-ce que je peux faire? Alors, effectivement, quand on respire plus d'air, et il y a de l'humidité ou peut-être l'air peut être plus frais, il peut y avoir de la condensation au niveau du nez. Donc, on peut avoir ça. Il peut aussi y avoir un nettoyage des voies respiratoires au niveau un peu de mucus qui pourrait être quelque chose. Donc, parce qu'on bouge beaucoup les tissus, on les fait masser, on fait sortir des choses. Donc, c'est positif pour nous. C'est un peu un nettoyage, si vous voulez. Donc, ça se passe pendant les mouvements. Sinon, si c'est juste de la condensation de l'air, c'est lié à la quantité d'air qu'on respire. Les mieux on respire, les moins de condensation d'air on va avoir. Donc, si au début, on va se moucher beaucoup, les plus on progresse, les moins on se mouche. Après, ça dépend de l'humidité et de la température de l'air et de la taille du nez. Mais voilà, ce sont des choses sur lesquelles, après, on ne peut pas faire grand-chose, mais ce n'est pas la fin du monde. Voilà, on peut se moucher un peu. Mais si c'est du nettoyage des voies respiratoires internes, ça, c'est plutôt lié à d'autres choses. Et du coup, ne dépend pas que de la respiration. Par contre, si c'est quelque chose qui gêne, on peut le faire en amont, ces nettoyages, avec des exercices spécifiques pour que ça ne nous gêne pas pendant l'exercice. Donc, ce sont des exercices de nettoyage des voies respiratoires, comme Kapalabhati, des exercices de la respiration du feu, la gymnastique respiratoire. Voilà. Il y a des choses à faire si on veut peut-être libérer un peu davantage, éviter qu'on aille pendant l'exercice. Ok, donc on a à nouveau une question d'une sportive qui nous dit: je respire par la bouche le soir. Elle ressent un blocage au niveau de la gorge vraisemblablement et du coup, bah, est-ce qu'il y a des choses peut-être pour l'aider? Euh, Absolument. De pratiquer les exercices de respiration qu'elle peut trouver dans les livres, dans les formations que j'ai mis en place, ce sont vraiment les exercices pour redévelopper la capacité respiratoire, débloquer le diaphragme et libérer la gorge et les tensions dans la poitrine qui sont normalement plus marquées les soirs
et la nuit. Et voilà, donc pour tout un tas de raisons. Et donc, si ça arrive, de pouvoir déjà en prendre conscience, d'essayer de ralentir la respiration, de peut-être faire les protocoles de récupération, d'essayer de mobiliser les diaphragmes, ce sont des choses qui aident. Mais en tout cas, moi, je conseille d'emblée de pouvoir partir sur des exercices de respiration au quotidien pour éviter d'arriver à ces moments-là les soirs. Après, voilà, si ça demande un peu de temps, mais ça vaut vraiment la peine. Hop, merci pour elle. On a une autre question de Jean-Luc, donc qui n'est pas forcément sur le volet sportif, mais plus en lien avec ce qu'on a traversé ces dernières années. Donc, la question est la suivante: comment récupérer de la capacité respiratoire après un vaccin Covid où j'ai perdu toute ma capacité respiratoire? Donc là, on est plus en lien avec des pathologies et avec de l'immunité, je pense. Il faudrait mettre en place la respiration fonctionnelle. Donc, il y a des exercices spécifiques pour rééduquer la respiration et ça fonctionne en quelques semaines, quelques mois. Donc, c'est pas du tout perdu pour toujours. Et j'ai eu des résultats très, très bons avec des personnes qui avaient justement perdu leur capacité respiratoire suite, voilà, c'était Covid ou autre chose. Et ça fonctionne vite, beaucoup plus vite que si on ne fait rien. Et donc, ces exercices respiratoires, ce sont des exercices un peu plus spécifiques du coup à cette chose-là, à la rééducation de la respiration fonctionnelle, à la mobilisation de la capacité pulmonaire, au niveau biochimique, biomécanique surtout. Et donc, ce sont des exercices relativement simples qu'il faut faire pendant quelques minutes dans la journée, plusieurs fois dans la journée. Et donc, c'est mon conseil de les faire parce que ça coûte très peu et ça apporte beaucoup de résultats en quelques semaines. Ok, merci. On a une question de Sophie sur Facebook qui nous demande quel exercice réaliser pour libérer un diaphragme trop contracté. Alors, l'assouplissement de la chaîne respiratoire qu'on a fait au début avec les massages autour de la cage thoracique et du diaphragme avec les mains, c'est super. Après, il y a des exercices pour débloquer les diaphragmes avec des apnées et en développant la respiration diaphragmatique. Ça veut dire de consciemment reprendre contrôle proprioceptif d'un muscle. Donc, même s'il est un peu bloqué, de petit à petit, aller le bouger, c'est faisable. C'est comme si on avait, par exemple, les bras qui étaient un peu bloqués, de petit à petit, essayer d'aller utiliser ses muscles. Ça va lui faire travailler en mobilité et en force. Donc, là aussi, dans les livres, il y a des exercices exprès pour ça. Dans les formations en ligne, il y a des vidéos. Parce que même si le diaphragme est bloqué, ça ne veut pas dire qu'il va rester bloqué pour toujours. On peut le débloquer. Généralement, c'est le cas, en fait. Et ça s'est fait aussi sur des techniques de respiration yogique, comme la respiration Wim Hof. Mais ça, c'est moins garanti. Ça veut dire, si on fait bien la technique, à un certain moment, ça va se débloquer, mais il faut bien faire la technique. Du coup, c'est mieux de cibler avec des exercices que je viens de vous dire. Merci. On a encore deux petites questions. Donc, concernant la respiration au carré, à quel moment de la journée c'est le mieux de le faire? Alors, la carré, moi, je la fais vraiment dans l'après-midi. C'est un moment où je me trouve assez bien pour faire ces exercices-là parce que ça me fait une pause, ça nettoie un peu la tête, ça me remet en place. Mais en réalité, pour la respiration carrée, il n'y a pas des moments spécifiques. On peut le faire quand on veut parce que c'est une de ces techniques qui ne demande pas trop de conditions pour la faire. Donc, si vous sentez que vous voulez faire un moment, vous pouvez en général la faire. Ce n'est pas vrai pour toutes les techniques où ça demande des moments spécifiques, des conditions spécifiques, mais la carré, vous pouvez y aller. Moi, j'aime bien l'après-midi en tout cas parce que ça me fait en pause et puis ça me régénère un instant, je respire. Mais voilà, c'est mon conseil perso. Ok. Une autre question, est-ce que l'âge joue un rôle dans les différentes techniques de respiration? Donc, j'imagine, voilà, est-ce que si on avance en âge ou si on est plus jeune, est-ce qu'il y a des techniques à privilégier? C'est pas forcément qu'en fonction de l'âge, c'est en fonction du point de départ de chacun. Après, c'est vrai qu'avec l'âge, généralement, la respiration dégénère si elle n'est pas travaillée. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne âgée respire moins bien qu'une personne jeune. Mais ça dépend du point de départ. Donc, en fonction du point de départ et du besoin de la personne, oui, il y a des techniques spécifiques. Et ça, il faut les voir avec un coach en respiration. Hein. Il y a l'île de la Réunion maintenant. Mais ce n'est pas forcément parce que la personne est âgée qu'elle doit faire une chose et pas une autre. Donc, ça dépend plutôt du point de départ. Ça veut dire de la globalité de la situation de la personne. Ok.
Et dernière question, du coup, qui est une question à mon avis que beaucoup de boxeurs doivent se poser. Une personne qui a un nez de travers, comment réadapter sa respiration, notamment pour la respiration nasale? Alors, c'est intéressant parce que, alors, déjà, il y a des écarteurs des narines, si on veut, ça peut permettre de donner un peu plus de liberté. Mais les plus on utilise les nez en respiration, les plus nos narines internes à l'intérieur vont être ouvertes. Donc, même s'il y a des déviations, l'air passe plus facilement quand elles sont plus ouvertes. Donc, la phase la plus difficile, c'est au début, quand on passe de la bouche au nez. Et après, si vous entraînez l'efficacité de votre respiration, une narine est largement suffisant pour faire beaucoup de choses. Donc, vous allez gagner en fait, parce que même s'il y a moins d'air qui passe, parce qu'il est un peu dévié, ça fait comme ça, vous avez besoin de moins d'air qui passe parce que vous êtes plus efficace en l'utilisation de l'air. Donc ça, il faut le garder en tête. Donc même les personnes qui sont beaucoup de déviations, les septums, ils peuvent rééduquer leur souffle au niveau du nez avec des très très bons résultats sans passer par la chirurgie. Après, il y a des cas où on ne peut pas faire autrement, mais généralement, on y arrive. Ok, eh ben, très bien, c'est noté. On est arrivé au bout des questions. Merci beaucoup, Leonardo. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été présents ce soir. Donc, on a eu plusieurs questions sur la disponibilité d'un replay. Donc, oui, cette webconférence sera disponible sur la page Facebook Muta et sur le compte YouTube Respirons la santé. Et je vous partage également, hop là, zut, je vais arrêter ça. Alors, non, je ne vais pas y arriver, je pense, ce soir. Hop, peut-être celui-là. Non, je ne vais pas y arriver. Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez des questions, si vous souhaitez poursuivre sur des ateliers à l'île de la Réunion, donc vous pouvez contacter l'équipe Respirons la santé par téléphone ou par mail. Les éléments seront republiés sur la page Facebook Muta. Donc, on propose tout au long de l'année des ateliers toutes les semaines aux quatre coins de l'île. Donc, pour monsieur et madame tout le monde et bientôt pour les sportifs également. Donc, merci beaucoup Leonardo pour tous ces éléments et voilà, d'avoir pu explorer les spécificités liées à la pratique sportive. Je pense que ça aura intéressé plus d'un. Donc, merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée. Donc, à très bientôt. Merci tout le monde et bravo pour ce travail autour de la respiration que vous faites à La Réunion. Je suis fier de vous. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.